Où que je sois, je suis mon propre atelier, continuellement travaillé par mes matériaux. J'y suis engagé, je parle en leur nom. Leur nom. Bonjour Louise, Bonjour Vanessa. j'espère que tu vas bien. Oui, très bien. Alors, je vais te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore. J'ai déjà parlé de toi dans mes vidéos puisque j'ai déjà lu quelques passages de tes livres. Je suis une immense admiratrice de ton travail. C'est rien de le dire pour te dire, en fait, tu es le poète que j'aime le plus vivant Oh, et, merci. et vraiment je n'exagère pas, donc j'aime énormément ton travail. Donc là je me retrouve un petit peu comme une petite fille qui est devant sa fée et qui va interviewer sa fée. C'est juste magique pour moi. Donc Mais tu es j'adore la magie. alors, bon, bah, j'espère que tu vas donner des petits coups de baguette tout au long de cette interview. Donc, ben, pour te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es poète québécoise et tu es aussi essayiste. Tu es publié, je prendrai des photos de tes livres que l'on verra défiler dans cette interview parce que si je les présente à la caméra, je les ai là, mais je ne suis pas sûre qu'on les voit bien. Puis tu nous liras quelques extraits certainement. Oh, puis les gens, ils peuvent me retrouver sur mon site aussi. Bien sûr, Pour chaque livre, mon site est un peu comme une anthologie. d'accord. Donc Oui. on donnera les références du Mm. site donc dans la barre d'infos. Et donc, bon, bah voilà, on se retrouve là après avoir discuté pendant des années. C'est notre première rencontre, hein, rencontre Ouais. publique. On s'est raté plusieurs fois quand tu es venu à Paris pour des lectures dans les librairies. Donc, j'espère Mhm. que la prochaine fois, ce sera la bonne. Ben, la prochaine fois, ça se peut que ça soit en mai, juin l'année prochaine. 2022, alors. Alors, on a une année pour y rêver. D'accord. Bon, ben, c'est là qu'il va falloir sortir la baguette. Donc, comme d'habitude, je vais expliquer un petit peu le principe de ce que je propose avec ces rencontres. Donc, il s'agit de communiquer avec différents artistes dans différentes disciplines et de parler aussi d'astrologie, de croiser le parcours de l'artiste avec la carte natale et de voir ce que l'on peut trouver, alors aussi bien sur le plan de la créativité, comment on peut retrouver des éléments propres à ta créativité, par exemple. On va voir qu'on peut retrouver jusqu'à des titres même, hein, quasiment, Ah oui? dans cette carte. Là aussi, c'est magique. Et donc, on va rester accessible au niveau de l'astrologie. On ne va pas aller trop loin parce que, comme ça, même les débutants peuvent glaner quelques informations dans ce que l'on va dire. Et on ne va pas perdre ceux qui ne connaissent pas l'astrologie. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir une discussion avec toi la plus fluide possible. Ça te va? Oui, ça me va tout à fait. D'accord. Donc, je vais commencer en présentant ta carte et puis ensuite, je la retirerai de l'écran. Je vais mettre mes lunettes, comme ça, j'y verrai mieux. Alors, on va partager ta carte. Et puis, comme il faut bien commencer avec un point de cette carte, je vais te parler, pour commencer, de ce Neptune dominant, donc ici, que l'on trouve, tu le vois, Oui, très conjoint à bien. ton ascendant. Et de son pendant, Mercure, ici en Poisson. Alors, pourquoi je dis son pendant? Parce que Mercure est dans le signe du Poisson et la planète qui maîtrise le signe des Poissons, c'est Neptune.
Donc, ces deux-là sont complètement liés, même si là, ils ne forment aucun aspect dans ton thème. Donc, on pourrait dire, avec cette dominante de Neptune, que tu es une neptunienne. Ah, tout à fait, c'est comme ça que je me sens. D'accord. Oui. Mais pas seulement, comme on le verra tout à l'heure. Non. Alors, donc ce Neptune à l'ascendant et ce Mercure en Poisson, pour ceux qui connaissent l'astrologie, ne vont pas les étonner que tu officies finalement dans l'écriture, puisque c'est vraiment la marque des poètes par excellence. Donc, je pense que vraiment la poésie est en toi. Hein, ici. De naissance. Voilà, c'est là. Ouais. Après, il fallait retrouver le fil, mais elle était là déjà. Et ce Neptune à l'ascendant, de même que ce Mercure en Poisson, donc Mercure, on va le rappeler, nous parle entre autres d'écriture, hein, de communication, d'écriture. Ce Neptune à l'ascendant et ce Mercure en Poisson nous parlent de relations à l'invisible. On pourrait retrouver ça finalement même chez les chamans. On pourrait retrouver ça chez les soigneurs. Et on a tout à l'heure un petit peu discuté ensemble et tu m'as dit que tu cherchais une écriture qui soigne. Tu nous expliqueras ça tout à l'heure. Et c'est bien sûr la capacité à imaginer. On est dans l'inspiration, on parle d'inspiration ici avec Neptune et Mercure en Poisson. On va penser Mercure dans ce signe, dans le signe des Poissons, il est dit, tu vois, si je regarde là, il est dit en exil, chute, hein, quand on nous parle de ça. Et c'est intéressant de voir que parfois, on est un peu craintif quand on a une planète qui est en exil et qui est en chute. Et on se dit, oulala, je ne vais pas pouvoir l'utiliser bien comme je le souhaiterais. Alors que là, justement, ce Mercure Poisson est un Mercure qui va pas forcément communiquer par une pensée rationnelle, mais plus par une pensée métaphorique, c'est-à-dire une pensée par image, par symbole, qui a une capacité à se lier au symbole. D'ailleurs, tu connais l'astrologie aussi, tu connais tout un tas de... Un petit peu, hein, pas un petit peu. Oui, oh là, tu fais la modeste. Un petit peu. Et on parle aussi d'une captation, je dirais, captation de l'invisible. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais connecté directement à l'invisible. D'ailleurs, si je regarde parmi tes livres, on a l'enveloppe invisible. On le retrouve jusque dans les titres, même si ce n'est pas seulement ça. Mais après, on a ce Neptune en Poisson. Je disais qu'on pouvait le retrouver jusque dans tes titres. L'un de tes recueils, l'un de tes livres, de tes essais, je ne sais pas, tu nous diras, s'appelle La vie flottante. Donc là, on est encore dans le monde neptunien. Et donc, voilà, Mercure ou la pensée là pour le début et tu peux déjà nous dire ce que tu penses de ça et puis on poursuivra avec ta carte tout à l'heure. Ben, je pensais déjà à un autre titre de chapitre dans La vie flottante, c'est Mercure ou la pensée fluide. Ah, ben voilà. Et ce titre est arrivé, mais je savais que j'avais Mercure en Poisson. D'ailleurs, ça m'a toujours intriguée, cette question en exil et en chute. Et je me disais, oh là là, je suis complètement perdue, moi, dans la vie avec ça. Et quand j'ai vu le thème de Victor Hugo qui avait Mercure en Poisson, je me suis dit, ah bon, si, elle a fait tout ça. Je me console. Oh là là. Et puis, Mercure ou la pensée fluide, quand j'écris ces mots-là, comme une vignette en dessous d'une photo, justement, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai gardé ce titre-là très longtemps. Puis un jour, je me suis dit, ah oui, c'est clair que ça va dans la vie flottante et que je vais répondre à cette pensée de Mercure. Et c'est vrai que j'ai quand même, pour moi, la communication se fait vraiment mieux par l'écrit que par l'oral. Je vais essayer de réussir mon examen, mon oral aujourd'hui,
Mais c'est clair que pour moi, je trouve le chemin de ma pensée vraiment plus dans l'écriture et d'une forme abstraite aussi, je pourrais dire. La Oui. poésie, c'est une forme quand même abstraite et j'ai beaucoup plus de facilité. Je comprends très bien l'abstraction dans la poésie, j'ai pas de mal avec ça. Et quand tu disais tout à l'heure que c'était inné de naissance, je me permets de faire une petite incursion dans l'enfance. Tu sais, ma grand-mère, les grands-mères, ils sont des fées, hein. Oui. Ma grand-mère avait ce petit jeu de cartes de Mademoiselle Lenormand. C'est un jeu français. On voit pas très bien. Euh, Est-ce que tu peux la relever un petit peu, oui, la carte? comme ça, Voilà. voilà. Oui. Bon, ça, c'est le petit livret. Mais alors, à 3 ans, ma grand-mère, elle me donnait les cartes de Mademoiselle Lenormand. C'est le même jeu. Oui. Et alors, il y a une petite histoire, il y a un petit poème. Et puis, et moi, elle me donnait ça. Et puis, je racontais. Je disais ce que je voyais. Je parlais comme une diseuse de bonne aventure. Et ça avait beaucoup de succès autour de la table. J'avais mon moment parce que j'étais dans un monde avec beaucoup d'adultes et j'avais mon moment au dessert quand tout le monde était un peu avachi, tu vois, avait bien mangé depuis 2, 3 heures à table. Euh, et soit ma grand-mère me disait là, tu vas nous lire dans les feuilles de thé ou avec les cartes. Et je veux dire, à 5 ans, moi, j'ai dit, je vais écrire pour les enfants. C'était clair. Et j'aimerais ça aujourd'hui me dire, mais qu'est-ce que à 5 ans je voulais tant dire aux enfants? Pour moi, c'est un vrai mystère, mais tu vois, j'ai toujours, et j'ai toujours aimé les livres, j'ai toujours aimé les albums. C'était une joie. Je suis venue, dans le fond, à la poésie, à la littérature, par la joie. Oui. Et, et puisqu'on dit que c'est de naissance il y a des prédispositions aussi dans la famille, parce que quand ma mère et ma marraine organisaient leur cercle littéraire, et que ces femmes-là, c'était toutes des femmes qui venaient discuter de leur lecture, il y avait chacun leur mois, il y allait chez une, chez l'autre, et quand c'était chez nous, j'avais l'impression que, tu sais, toutes les femmes étaient jolies, avaient des belles toilettes, riaient, jouaient des scènes du livre, il y avait du théâtre relié à ça. Il y avait tellement une joie qui sortait de la routine, du quotidien, de tous les jours. Et c'est comme si la maison s'illuminait. Et j'ai écrit sur ça parce que pour moi, c'est dans les souvenirs fondateurs avec les feuilles de thé, avec les cartes. Parce que les feuilles de thé, il n'y a rien de plus abstrait aussi. Tu imagines une petite fille de 3 ans qui regarde ça, devant un monde d'adultes, voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et bien sûr, je maîtrisais pas l'écriture, mais je développais un langage. Et surtout, je prenais la parole parce que dans un monde entouré d'adultes, j'avais pas vraiment la chance de commencer ou de finir des phrases. Mhm. Ouais. Et est-ce que tu as réalisé ce vœu d'écrire pour les enfants? Oui, dans les 10 premières années où j'ai commencé en librairie. Je me suis particulièrement intéressée à la littérature jeunesse. J'ai développé chez un libraire le secteur jeunesse et j'ai fait 3 stages en France avec l'OFQJ. Donc, les stages, j'avais 18 ans, 20 ans, 22 ans par là. Chez des éditeurs, chez des libraires, avec des rencontres avec des auteurs, des illustrateurs. Et du coup, j'ai développé, j'ai écrit, j'ai fait de la critique, j'ai fondé avec d'autres amis de l'époque, magazine qui existe toujours, là, Lu Relu. Ensuite, je me suis occupée de la promotion de la littérature québécoise pour enfants et jusqu'à enseigner à l'Université du Québec et à McGill à Montréal des cours c'était littérature enfantine ou littérature jeunesse. Et j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années.
Et en fait, j'ai publié un premier livre en France, aux éditions du Sorbier. Et ça, curieusement, au lieu de commencer donc un nouveau cycle, c'est venu clore ce cycle-là, parce que la même année, je publiais mon premier recueil de poésie en 84. Et, euh, et donc, j'avais, je pense, trouvé ma place aussi. J'avais fait le tour peut-être aussi de la littérature jeunesse parce qu'en fait, ce que j'aurais voulu, c'est ouvrir ma propre librairie et puis c'était pas possible. J'avais pas l'argent, j'avais pas les moyens. J'ai toujours été spontanément vers les enfants et j'ai su aussi, j'ai su très jeune que je voulais l'écriture dans ma vie et les enfants dans ma vie. Eh oui. C'est quelque chose qui était très clair pour moi. D'ailleurs, si on reprend la carte, je vais la remettre à l'écran pour qu'on puisse voir. Justement, ce Mercure se trouve en maison 5. Alors, bien sûr, la maison 5 représente la vie artistique, représente l'art, mais c'est aussi la maison qui représente les enfants. Et tu vois, il y a un très bel aspect là à Vénus et à Mars. Donc, on voit bien Mars qui dirige ton Soleil, qui lui-même est en maison 5. On parlera de ce grand triangle là de feu. Donc, c'est clair qu'il y a une volonté ici qui est à la fois orientée, comme tu l'expliquais, vers l'écriture, en tout cas vers la vie artistique, et du côté des enfants. C'était là, c'était présent. Et en plus, pas du tout contrarié dans ton thème, c'est-à-dire très fluide. Donc, d'où l'image claire que tu pouvais en avoir très rapidement. Et donc, pour reprendre un petit peu ce thème-là, donc je parlais de ce Neptune, de ce Mercure, finalement de cette vie flottante et un peu liquide. Mais ce qui est extrêmement intéressant dans ton thème, c'est que en pendant, on a déjà ce Mars, on en parlera tout à l'heure, en Capricorne, donc bien terrien. Alors lui, au contraire, il est en exaltation, hein. De même que Vénus, qui est en domicile dans son signe, dans le signe du Taureau, donc une Vénus extrêmement incarnée, et en plus en maison 7, une maison qui est dédiée au signe de la Balance, qui est lui-même maîtrisée par Vénus. Donc on a une Vénus qui est extrêmement bien située ici. J'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tout à l'heure dans d'autres contextes, mais ce que je voulais souligner, par rapport à ce langage symbolique, à cet imaginaire, à cette inspiration dont on parlait, c'est qu'il y a quand même l'idée ici de faire passer de l'invisible au charnel. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée d'incarner cet invisible. Ça ne reste pas dans le domaine de l'invisible, justement. Donc, d'un côté, de faire passer l'invisible dans le charnel et éventuellement d'apporter un peu d'incarnation aussi à l'invisible. C'est peut-être un aller-retour. Est-ce que ça te parle par rapport à ton travail? Oui, oui, ça me parle tout à fait parce que j'ai une poésie aussi qui est très concrète. C'est une poésie d'observation. C'est pas juste des sensations comme ça. Chaque sensation est vraiment incarnée aussi. Mon regard se pose sur les objets, sur la nature, oui. Et ce Mars en Capricorne, je le sens, je veux toujours lui envoyer plus les influx de ma Vénus en Taureau pour lui dire, écoute, t'aimes ça pourtant être bien, t'aimes ça, arrête de travailler comme ça, parce que Mars en Capricorne travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'à se faire du mal. Je dirais que les plus grandes difficultés pour moi dans la création, c'est de ne pas malmener mon corps. C'est curieux parce que j'ai eu beaucoup d'intérêt à écouter la première conférence avec cette femme chorégraphe qui parlait, oui, et les danseurs, on sait tous les mots qu'ils ont à rencontrer. Et
moi, dans mon immobilité, c'est aussi terrible parce que c'est des longues heures à ne pas bouger, des cervicalgies, tout ça. Donc, très souvent, je me dis, mais allez, écoute ta Vénus qui aime être bien, qui est sensuelle, qui aime le bien-être, qui parle de bien-être, qui parle de l'art de vivre, et tu dois l'écouter davantage. Tu n'as plus rien à prouver comme ça. Parce que, évidemment, on arrivera au Scorpion qui est assez dur avec lui-même aussi. Euh, mais j'aspire toujours à écouter Vénus davantage. Oui, alors Vénus en taureau, c'est vrai elle aime les plaisirs, elle aime se faire du bien, comme tu l'expliquais, avoir peut-être un certain goût pour une hygiène de vie saine aussi, Mm. mais elle peut aussi tomber dans les excès, hein, cette Vénus en taureau. Et puis, c'est aussi le plaisir, alors ça, on va le retrouver complètement dans ton écriture. Euh, on peut parler d'inventaire. Moi, parfois, j'ai vraiment le sentiment comme ça d'un inventaire. Je ne sais pas si tu as un goût pour les objets ou si, voilà, ils sont là et ils se présentent à toi. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais c'est vrai que on pénètre, on est dans une méditation de l'objet parfois quand on te lit, et puis on a cette impression comme ça comme oui, d'un inventaire en fait. D'ailleurs, je crois que tu as fait une petite exposition dans un musée il y a peu de temps Oui, et tu as exposé des objets de ta vie, non? enfin, c'était que des peintures que les gens ne pouvaient pas voir, mais dont j'ai parlé dans mes livres. Il n'y avait pas les objets, mais la petite vidéo que les gens peuvent aller voir. Il y a des objets justement de mon atelier. C'était la petite vidéo quand j'emballais les œuvres et tout ça. Mais oui, le mot inventaire, apparition, inventaire de l'atelier. Le mot inventaire, le mot collection, le mot archive sont des mots. Donc, j'ai trois recueils d'essais, archives du vivant, archives du lac, archives de solitude. Donc, j'ai tendance vraiment j'ai les anthologies aussi, la poésie mémoire de l'art, donc à regrouper, parce que je crois que cette pensée-là, si neptunienne, qui a un lien avec l'infini, il faut que je mette des balises. Faire des groupes, pour moi, c'est normal. Mais j'ai fait une exposition avec des objets et j'avais vraiment l'impression de donner la parole aux objets. Ça a été ma première exposition dans un musée régional qui était autour de l'œuvre de Léonise Valois, la première femme poète. Et donc, j'ai exposé des manuscrits, des lettres, les livres et des objets. Et je me souviens tu sais, d'avoir vraiment agi sur chaque détail, d'aller dans la réserve du musée, choisir les objets d'époque, trouver le papier peint d'époque. Ça a été un travail. Évidemment, j'étais pas toute seule, là. J'avais un commissaire avec moi. J'étais conservatrice invitée. Mais c'est un travail que j'ai vraiment, j'étais dans mon élément, même si j'avais jamais fait ça de ma vie, j'étais carrément dans mon élément. Après, j'ai fait 2 autres expositions. Donc ça rentre pas, si tu veux, dans ma pratique quotidienne, mais j'ai comme toujours une expo dans la tête. J'ai fini celle-là au musée et j'ai déjà une autre expo dans la tête, plus une installation. Donc, je me dis, ça doit faire partie de moi aussi. Ça, c'est de sortir de la page, prendre les murs du musée. Et ben, c'est l'avantage, si tu veux, de vivre en région. En région, on a c'est le plus beau musée au Québec, le musée d'art de Joliette. Ça m'a permis d'aller travailler avec d'autres, avec des musiciens, avec d'autres conservateurs, parce que notre métier, évidemment, est un métier solitaire. C'est Ah une oui. solitude construite, c'est une solitude heureuse.
Mais il reste quand même que ça fait du bien d'aller créer avec d'autres, échanger avec d'autres. Et puis, Mm. j'ai fait venir aussi, j'ai fait connaître au Québec, je pourrais dire, l'œuvre d'Alexandre Hollande, qui est un peintre très, très connu en France, qui est un grand ami à moi. Puis, Oui, qui j'avais monté cette illustre expo. certains de tes livres d'ailleurs. Oui, oui, puis j'écris aussi régulièrement sur lui. Et il est devenu un peu comme un personnage de mes livres, Alexandre. Enfin, les gens que j'aime, gare à toi, les gens que j'aime deviennent souvent des personnages de mes livres, tu sais, des beaux personnages. Donc, c'est ces gens-là aussi que j'ai voulu faire connaître au Musée d'art de Joliette. Alexandre, ça avait été une exposition solo, mais là, l'exposition Au nom de la matière, qui rejoint tout à fait ce que tu disais de la carte, on est dans la matière, et ça Ouais. m'a amené à faire une réflexion aussi sur ce rôle de la matière. Donc, j'avais des œuvres, des aquarelles, j'avais toutes sortes de médiums dans l'exposition. Mhm. Dans une salle, c'était très, très concentré, mais on pouvait voir aussi les, les différents intérêts qui existent dans mon travail. L'effacement, par exemple, l'importance de la maison, Mhm. l'importance de... C'était pas juste des œuvres, il y avait le peintre inconnu, il n'y avait pas juste des œuvres de peintres connus ou moins connus. Ouais. Démocratie, je dirais, Mhm. dans des œuvres exposées. Et cette démocratie-là, je la sens beaucoup dans ma poésie aussi. Mhm. Euh, Trois vers sur une page, ça prend... je leur laisse leur respiration, leur pleine liberté. Mhm. Est-ce que tu as le sentiment que tu essayes de retenir quelque chose quand tu fais passer comme ça de l'invisible à l'incarnation ou inversement de l'incarnation finalement à l'écriture? Tu vas leur donner un corps plus abstrait à ces objets parfois. Est-ce que tu as l'impression de chercher à retenir quelque chose? Il y a quelque chose que je retiens longtemps. Euh, je pourrais dire que j'écris pas, je me jette pas dans l'écriture. On pourrait penser qu'un bélier se jette spontanément, mais c'est comme si je rentrais justement dans l'eau. Quand j'entre dans l'eau, j'y vais ou dans la forêt, je suis assez respectueuse. Je prends mon temps, je regarde où je marche, je fais attention à ce qu'il y a des bêtes, bon, tout Ouais. ça. Euh, tu sais, parce que grand pays, grande bête aussi, hein. Et oui. Donc, et, je vais vraiment doucement et je me suis aperçue que c'était encore mieux d'ailleurs de travailler de cette façon-là. Plus j'entre en présence, plus j'entre concentrée, plus je m'approche du premier jet, même s'il y a beaucoup, 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 beaucoup de versions. Ça évite d'entrer dans une écriture euh, inutile, je Oui. dirais inutile. Mhm. Mais ça, on Et le sent bien dans tes livres. Je trouve que quand on ouvre l'un de tes livres, tu nous amènes avec toi justement sur ce qui t'amène à l'écriture, en fait. On se sent accompagné comme si tu nous traçais une voie, un chemin qui va nous permettre aussi de rentrer dans l'écriture avec toi. On a toujours cette phase presque de mise en sacré, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, où le lecteur aussi ne rentre pas directement. On est accompagné dans cette phase de mise en, je ne sais pas comment tu as appelé ça tout à l'heure, de mise en en présence, condition ou en présence, voilà, c'est ça, de mise en présence. j'aimerais être une écriture de l'accompagnement. Un jour, c'est ma traductrice américaine qui a eu cette image-là pour parler de mon écriture. Et je me suis dit, tu vois, tu mets le mot accompagnement toi aussi sans qu'on en ait parlé avant. Mais j'aimerais ça être une voix qui accompagne. Mhm.
J'aime ça quand les gens me disent ah, j'arrive pas à ranger ton livre dans la bibliothèque, je le garde sur ma table de nuit. C'est, je crois que je m'adresse aussi à l'être seul en nous, à Ouais. l'être vraiment démuni, perdu, seul. Ça prend une voie d'accompagnement. Eh oui. Cette profondeur-là, quand on descend dans les eaux des poissons, des scorpions, et oui, il y a l'écriture, elle m'invite toujours à descendre, descendre, descendre. Et puis en même temps, je vois ça comme, tu sais, quand tu descends dans un puits, il y a une structure, le puits. Eh oui. Donc, tu descends pas n'importe comment. Tu sais, il y a souvent l'image d'ailleurs d'échelle ou d'escalier dans mes textes. Donc, j'y vais vraiment en faisant très attention. On la retrouve ici. Et je voulais parler là justement de cet ascendant en Scorpion que tu as évoqué plusieurs fois, donc de cette descente. Hein, parce que je ne sais pas si tu descends aux enfers ou tu descends en tout cas dans les profondeurs, ça c'est sûr. Et puis de ce Mars en Scorpion, en Capricorne, pardon, qu'on a évoqué tout à l'heure en maison 3. Et évidemment, la maison 3, qui est une maison qui est dédiée à l'écriture. Hein, donc, on a l'activité ici à la fois mentale, mais aussi l'activité écrite. Hein, donc, l'action passe par la communication dans cette maison 3. Et c'est intéressant de la voir dans ce pays aussi aride. Tu me parlais d'efforts, de travail, de difficultés finalement presque à s'arrêter de travailler, hein, d'acharnement presque peut-être du travail ici, puisque Mars est extrêmement demandeur, hein, puisqu'on a dit qu'il était en exaltation. Et ça nous parle aussi beaucoup de silence. Tu parlais de solitude, ça nous parle aussi beaucoup de silence, d'épure. On retrouve un peu ce qu'on avait avec l'invité précédent qui était aussi ascendant Scorpion et qui a aussi du Capricorne. Alors lui, il était dans la photographie et là, on va le retrouver aussi dans ton écriture. L'idée de creuser la matière, on dirait, pour peut-être là aussi se débarrasser du superflu. Qui peut aussi te mener, par exemple, à certains moments, à la recherche aussi de lieux, par exemple, d'écriture. Alors là, je pense, là, on est complètement dans ce Mars Capricorne et ce Neptune en 12, au livre que j'ai là, qui est un livre que tu as, là, justement, tu t'es mise en condition encore plus de solitude puisque tu l'as écrit dans un monastère. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Ah oui, bien sûr. En fait, c'est un monastère qui est tout près de la maison, qui est à 14 kilomètres. C'est un monastère cistercien. Et j'ai été attirée beaucoup par le lieu, parce que c'est un... Bon, on ne construit pas souvent des monastères aujourd'hui, et puis c'est un architecte dont j'aime beaucoup le travail, Pierre Thibault. D'ailleurs, les croquis à l'intérieur du livre, sur la couverture, sont de Pierre Thibault. Quand Pierre est arrivé sur le site, il avait déjà commencé à dessiner ce qu'il imaginait. Et je suis allée là pendant une année, mais j'allais une fois par mois, passer une journée. J'ai fait aussi un séjour de 3 jours et j'y allais par prélèvement. Donc, et j'y allais, j'étais assez fascinée par leur vie. Je me dis, aujourd'hui, il y a 18 moines qui viennent comme ça. Ils étaient avant dans un autre lieu à Oka. Et puis, j'étais curieuse de leur façon de vivre. Et puis, mais il fallait que je trouve le moine qui m'ouvrirait la porte finalement, qui accepterait que je vienne dans une pièce qui appelait la chambre de solitude. Euh, qui me demanderait pas mon pedigree religieux ou autre. J'avais pleine liberté.
Et finalement, ben, je me suis pris au jeu, comme ça a été la même chose quand je suis allée à Lisbonne. Je suis retournée 4 fois. Le lieu est très important, puis j'ai changé souvent de lieu parce que ça permet à chaque fois de m'adapter à la forme de mon objet et à chaque fois de recomposer mon monde à partir du lieu donné. Et Lisbonne, ça a été ben, l'abbaye, c'est important, mais je pense que Lisbonne a été encore plus révélateur pour moi à toutes sortes d'autres niveaux aussi, parce que j'étais là 2 mois toute seule. Enfin, toute seule. Au bout d'une semaine, j'avais déjà plein de gens avec qui j'étais en contact et tout. Mais ça a été vraiment une étape très importante, très constructive. Et j'ai fait d'ailleurs là beaucoup de photos. Ah, Beaucoup, beaucoup de photos qui me servaient d'archives parce que la problématique quand on est écrivain en résidence, c'est on a à écrire, mais moi, je ne peux pas faire les deux en même temps. Je ne peux pas m'imprégner complètement dans un lieu en écrivant en même temps. Il faut que je vive vraiment le lieu, les objets, les musées, tout ça d'abord et ça vient après, avec la distance aussi. Puis, il y a un inventaire automatiquement qui se crée. Le plus important reste. oui, l'essentiel. C'est ça, l'essentiel reste. Et ben, je pense que aussi euh, Mars en Capricorne recherche toujours à aller à l'essentiel. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Exactement. Le mélange de Mars en Capricorne et de cet ascendant Scorpion, d'ailleurs, les deux. Ouais, c'est vraiment, c'est une de je pense, ma principale quête, toujours, d'aller à l'essentiel. Mais d'ailleurs, un jour, je t'avais posé la question par rapport à cette idée de vide, d'effacement qu'on pourrait retrouver dans le Capricorne. Je t'avais demandé si finalement l'acte ultime, ce serait pas justement de ne plus écrire quasiment, c'est-à-dire de s'effacer complètement et puis de laisser le monde être sans le commenter d'une certaine manière. Je me souviens plus trop de la réponse que tu m'avais faite, mais je Non, sais qu'en tout cas, c'était non. Ça commençait par non. Oui, j'ai encore envie d'écrire. Ouais. Oui, ça m'habite encore. Euh, Peut-être avec moins d'urgence. Quand la poésie vient à moi, je craque, quoi. Je peux pas. Mais ça vient moins souvent. Tu vois, là, j'ai écrit mon prochain recueil qui viendra en 2022. Je viens de le terminer. Mais pendant 6 mois, là, pendant la pandémie, je n'ai pas écrit et ça m'a pas manqué du tout. Mhm. Mais l'effacement, je le verrais plus comme, tu vois, j'ai plus envie de faire des spectacles, j'ai plus envie d'aller faire des lectures publiques. Euh, c'est une, c'est absolument inédit ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, là. C'est vraiment pas dans mes habitudes. Euh, c'est mon deuxième Zoom à vie. Donc, j'ai pas ce besoin aussi de me mettre en avant. Mais j'aime bien que il faut trouver des moyens pour faire passer les livres aussi, pour que les gens passent à l'acte. Si en même temps je les présente pas, j'en parle pas, il se passera rien. Puis quand des gens comme toi est venu à moi pour me dire que le travail était intéressant ou qu'il était nourrissant plutôt, bien, je me dis, oui, il faut que j'aille voir de ce côté-là aussi.
c'est vrai que Vénus en taureau, elle aime aussi la simplicité, elle aime la nature, elle se contente de peu, elle aime les choses simples, hein. D'ailleurs, toi aussi, dans l'écriture, tu nous parles de choses simples, en fait, hein, que l'on connaît en fait directement. Et là, on retrouve vraiment dans ton écriture cette émotion dans les objets, dans les choses simples de la vie. Et tu parlais tout à l'heure de garder un livre sur sa table de chevet, de garder l'un de tes livres. Bon, moi, c'est ce qui m'arrive, hein. J'ai tous tes livres en fait à Nice. Bon, là, je suis pour quelque temps à Tours, donc j'avais évité d'amener des livres, mais finalement, je me les suis fait envoyer et je me retrouve avec une maison pleine de livres alors que je vais devoir tout ramener dans peu de temps. Mais c'est vrai que on a vraiment tu nous ramènes à la simplicité et à la possibilité d'apprécier en fait cette simplicité et d'y voir une magie qu'on n'aurait pas, on n'aurait pas capté peut-être sans ton regard. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Antonio Porcia, qui est un poète argentin qui a écrit un recueil sous le titre Voix. Enfin, ça a été publié après parce que je crois que de son vivant, il faisait ça pour lui, ses notations. Mais il a écrit une phrase qui m'a toujours accompagnée, enfin depuis longtemps m'accompagne. C'est euh, tu n'as rien et tu me donnerais un monde. Je te dois un monde. Ouais. Et je trouve ça si beau. Et cette jeune fille-là en moi qui voulait tant écrire un livre, c'est un peu de cette façon-là aussi que je m'adressais à elle. Il fallait que je lui donne quelque chose. Tu voulais pas nous lire un extrait justement de... Ah oui, oui, oui. C'est un inédit, hein, c'est juste quelques lignes, mais c'était peut-être pour partir de justement dans mon parcours. Il y avait donc cette jeune fille qui m'est revenue. Alors souvent, je pense à elle, cette jeune fille qui voulait écrire. À cause d'elle, je me suis manifestée. Je l'aurais déçue en refusant les épreuves, en ne suivant pas son intuition. Elle désirait tant affirmer sa liberté, renaître. Fidèle à ses convictions, ses rêves modestes l'ont sauvée. Elle souhaitait tant écrire un recueil, un seul, et je lui en ai donné des dizaines. Elle réclamait des images. Je lui ai laissé des rames de verre. Eh oui, c'est ce Eh que oui, tu expliquais. Tu étais partie au départ pour n'écrire qu'un livre. oui. Et Oui, et puis je voulais pas. En fait, c'est pas le statut d'écrivain non plus qui m'intéressait, mais mon premier recueil a été bien accueilli. Et puis, bon, après deux, trois, je crois que c'était mon troisième recueil. C'était un recueil que j'avais fait écrire la lumière avec des photographies, des poèmes. Et puis ensuite, bien tranquillement, des petites subventions sont... Je ne sais pas si vous avez ce système-là en France, mais donc très tôt, finalement, j'ai été soutenue par l'institution, mais à chaque fois, c'est à refaire. Encore aujourd'hui, à chaque fois, c'est un dossier qu'il faut monter, un jury par les pairs. C'est très juste, c'est très correct. J'ai fait partie beaucoup aussi de ces jurys. Pour les bourses de déplacement, pareil. Et puis, ce qui a accéléré, je pense, finalement, parce qu'au début, j'écrivais que de la poésie. Et puis, quand on est venu habiter à la campagne, ça s'est décidé comme en un mois, là. Il y a dû avoir un coup de baguette d'Uranus quelque part. C'était même pas réfléchi, tu sais. En un mois, je me suis retrouvée enfant, famille, tout à la campagne. Et pas pour les vacances, mais à temps plein. Et là, le temps, tout à coup, il s'est ouvert parce qu'il n'y avait vraiment rien d'autre à faire. Et je ne pouvais pas travailler. En fait, il n'y avait pas il y avait pas d'emploi pour moi.
Donc, j'ai décidé d'ouvrir mon champ. J'aurais pu choisir le roman, mais le roman m'intéressait pas vraiment parce que il faut jouer aussi un personnage avec le roman. Il faut pas juste, il faut être soi-même un personnage. Il faut aller beaucoup dans les médias. Mais j'étais pas dans cet appareil-là. Ça m'intimidait aussi. Puis, je me voyais pas vivre avec des personnages quand j'ai une vie de famille. Il y avait quelque chose qui pour moi, fonctionnait pas. Je voulais pas être à moitié là ou trop habité par des personnages. Il me restait vivement l'essai. Puis, j'avais déjà un peu fait mes preuves de ce côté-là aussi, en publiant Interroger l'intensité qui était Parce qu'après, je n'ai pas fait d'études en littérature, mais après, je suis allée à l'université juste pour faire mon mémoire. On m'a accueilli. Il y a vraiment tu sais, il y a des choses au Québec absolument incroyables se sont passées pour moi. On m'a accueilli à la maîtrise et puis j'ai fait un mémoire de création avec un texte d'accompagnement et Interroger l'intensité, c'est un livre qui est en poche maintenant, mais qui nourrit toujours beaucoup les créateurs, les étudiants en création littéraire. C'est, et, et ce livre-là me nourrit moi-même encore. Je vois aussi d'où la réduction des effets que je travaille. Par exemple, je n'ai pas toujours écrit comme ça, mais ça m'est venu beaucoup de juste regarder comment Giacometti travaillait. Ah oui. Puis mon conjoint faisait à cette époque-là son doctorat sur Giacometti et de voir toujours enlever comme ça, travailler comme ça, puis ça. Puis je voyais bien que l'intensité, ça passe dans la réduction des effets et que tout mon langage était pour se situait là principalement. C'est là que je trouve mon bonheur aussi j'ai vraiment un plaisir à réduire et puis ça flotte. C'est des petits objets qui flottent. Tout à fait. C'est des nids de... Tu sais, c'est un monde en miniature qu'on regarde évoluer. Et pour moi, écrire un poème, c'est suivre un mouvement. Ça n'a rien d'intellectuel, vraiment. Ça, je sais pas, il y a beaucoup de magie qui rentre en ça. J'ai vraiment l'impression de créer des petites apparitions à chaque fois. D'où me vient aussi l'idée de créer une installation éventuellement. Ce plaisir-là que tu C'est un langage que je développe. Ouais. Alors là, on a un grand triangle de feu, tu sais, là, ici, avec cette lune-là en lion. Lune en lion. Ici, au trigone de ce soleil bélier et de ce Saturne en Sagittaire. Alors, c'est vrai que tu nous as parlé d'être soutenu souvent au niveau matériel. Hein, la maison 2 représente la vie matérielle. Tu as Saturne dans cette maison 2, Saturne qui représente les institutions et donc le soutien ici complètement, puisqu'on a ce beau trigone, là, ce beau triangle de feu. Donc, on a cette créativité qui est soutenue sur le plan matériel par des institutions, un travail qui est reconnu, la possibilité de vivre de cette écriture. Je rappelle que Saturne maîtrise quand même la maison 3, la maison de l'écriture ici. Donc, c'est assez intéressant de voir même ce Jupiter, je dirais, en maison 10. Là, on parlera du fait que toutes tes planètes lentes, sociales et transpersonnelles sont rétrogrades dans ton thème, mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais là, c'est vrai que ce beau trigone, et vraiment à l'image, je dirais presque d'une espèce d'éclaboussure de joie, d'enthousiasme, de créativité presque qui s'exhibe, même si c'est tout intérieur. J'ai bien compris que c'était intérieur, mais il y a vraiment cette joie de la créativité et de l'écriture, et puis une forme de chance, on pourrait dire, de soutien, en tout cas, de reconnaissance, on va le dire comme ça.
Et ici, avec puisqu'on a un Saturne quand même en Sagittaire, on a la Lune et Uranus comme ça en maison 9, on voit aussi ce Jupiter même dominant, on voit beaucoup la présence de l'étranger. Tu nous as dit que tu avais travaillé, que tu avais pu avoir des résidences au Portugal, que tu avais un rapport particulier avec la France. Tu as aussi, je crois, beaucoup voyagé. Il y a cette idée-là. Tu as, je pense aussi, si je me souviens bien, une famille qui a un grand-père marin, je crois, c'est ça? Ah oui, ça c'est Oui. dans ma mythologie Ah, personnelle. c'est vrai ou pas? C'est vrai, Ah, mon c'est grand-père vrai. Warren. D'accord. Et Oui. une relation particulière aussi avec le Portugal, puisque tu as tout un livre qui se déroule comme ça au Portugal et tu expliques que tu entretiens une relation particulière, une histoire particulière avec ce pays. Je crois que tu as une tante, si je me Ah souviens bien, tu oui, me dis, dans la vie flottante. voilà, Oui, qui est en fait, décédée dans un accident d'avion, c'est ça? oui, le même, l'accident d'avion dont, tu sais, il y a eu un livre là-dessus, Constellation, Oui, d'Adrien Bosque, qui a eu un prix, euh, je crois, non, ce livre, il me semble, hein. qui C'était il a y a gagné des quelques prix, années. ce livre-là, oui. Alors, en fait, c'est bien parce que j'aurais pas à faire ce livre-là. Je me disais toujours dans ma vie, il faudra que je fasse un livre là-dessus parce que je les ai pas connus. Moi, c'était une tante et son fils, Guy Jasmin et Rachel Jasmin, enfin, la sœur de ma grand-mère. Donc, ils sont morts dans l'accident. Ou Marcel Cerdan, Ginette Neveu, qui étaient aussi des gens très, très connus. Donc, ils ont connu la mort dans ce vol aux Açores. Et donc, le mot Portugal est arrivé très tôt dans ma petite enfance. Ma mère et ma grand-mère avaient été vraiment, vraiment très, très marquées par la perte de ces personnes qu'elles aimaient beaucoup, beaucoup. Hmm. Et tiens, Guy Jasmin, d'ailleurs, c'était rédacteur en chef d'un journal, c'est un journaliste. Si on parlait de la famille avant, c'est aussi quelqu'un qui écrivait. J'ai un de ses livres dans ma bibliothèque, la correspondance de Rilke à Rodin, et c'est comme le seul souvenir tangible. Mais tu vois ça par rapport aux souvenirs. Quand j'ai un souvenir, une chose, ça me suffit. J'ai pas besoin d'en avoir plein. En fait, à partir de 2002, j'étais à un premier festival de poésie en Colombie et ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Et je pensais pas. Et finalement, j'ai voyagé beaucoup en Amérique du Sud. Puis après, bon, à Grenade, il y avait comme un fil entre ces festivals-là. Puis, en fait, ça s'est arrêté là à cause de la pandémie. Tu as Vénus en taureau en maison 7, la conjonction Lune-Uranus aussi. C'est quand même l'idée aussi d'être extrêmement active dans les collaborations. Donc, d'où le fait que tu recherches quand même ces collaborations. Il y a quand même un besoin de se relier aux autres, de s'intéresser à ce qui se fait aussi de contemporain, hein, parce que c'est très contemporain, hein, cette conjonction Lune-Uranus, même si elle est au trigone de Saturne. Donc, même s'il y a un intérêt pour le passé, il y a aussi un intérêt complètement ancré dans le présent ici. Et un goût du travail, des expériences même, en fait, plus que il y a la collaboration en soi et puis l'expérience que tu peux en retirer de cette collaboration. Oui, et puis c'est l'échange de nos langages aussi. Il y avait la question de la rencontre. C'est la rencontre avec l'autre. Mhm. Le voyage, c'est la même chose. J'ai même pas rêvé toute cette vie-là. Je ne pouvais même pas l'imaginer. Je savais même pas que tout ça, ça existait pour moi. Mm. Tu sais, c'est fou, je trouve ça fou. Puis quand je vois le triangle bleu, moi, je vois toujours comme un triangle tellement heureux. Pourquoi je reviens toujours à l'écriture? Je pense que c'est une qualité de silence que je trouve dans l'écriture que je ne trouve pas ailleurs. Enfin, je l'ai trouvé ailleurs.
quand j'ai accompagné des personnes proches de moi qui étaient mourantes, là, j'ai vraiment senti qu'on était dans le même silence. Ah ouais. Et ça renvoie un petit peu à cette partie aussi presque de thérapeute. Je parlais de chamanisme tout à l'heure, Ouais. de soins qu'on retrouve aussi avec ce carré-là de Neptune à la Lune et à Uranus, qui certes va nous parler de la force créatrice, de l'inspiration, mais c'est aussi tout ce dont tu viens de parler. Doublé de l'ascendant Scorpion. L'ascendant Scorpion, on en a déjà parlé. Tu en parles très bien aussi. C'est aussi toute cette force, cette intensité, mais ce besoin de creuser, d'aller au-delà de la matière, c'est aussi une relation à l'invisible, hein, le Scorpion. Hein, Oui, c'est une autre forme de relation à l'invisible. oui, Et alors, moi, ce qui m'a intéressée, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que si on regarde toutes les planètes après les planètes personnelles, c'est-à-dire si on prend Jupiter, si on prend Saturne, si on prend Uranus, Neptune, Pluton, tu remarques qu'elles ont toutes un petit R à côté, donc elles sont toutes en fait rétrogrades dans ton thème. C'est-à-dire que toutes les planètes collectives sont rétrogrades, comme si tu avais intériorisé en fait d'une certaine manière les fonctions planétaires. Et ce qui frappe les yeux si on ne fait pas attention à ces rétrogradations justement, et qu'on voit un Jupiter en Lion, très dans la représentation, tu vois, en maison 10, qui justement aurait plutôt tendance à aller frapper aux médias, ce que tu voulais pas, c'est pour ça que tu prenais pas la route du romancier, tu nous disais tout à l'heure. Mais là, justement, on est au contraire dans des aspects qui sont extrêmement extériorisés, a priori, hein, je dirais, si on ne regarde pas ces rétrogradations. Et toi, justement, tu les vis complètement différemment. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention à ces rétrogradations, on pourrait se tromper peut-être sur ta personnalité. Or, toi, tu vis tout de manière intériorisée. Et cette conjonction Lune-Uranus, elle pourrait faire la révolution, là, hein, en maison 9. Elle est capable de faire la révolution. Alors, du coup, je me suis posé la question de comment cette révolution, tu la vivais, toi. Est-ce qu'on pourrait penser, est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, la poésie a été une forme de libération pour toi? sortir de la famille fut la première rébellion, je dirais, D'accord. la première marque d'indépendance. Et il y a ce côté-là très orgueilleux au fond d'un écrivain, ou même d'un artiste, c'est de se mettre au monde. Et il fallait que je me mette au monde d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, il fallait vraiment que je sorte de la famille. Je voyais, je voyais que je pouvais être l'enfant qui resterait le bâton de vieillesse, par exemple, étant la dernière de la famille. D'accord. Je voyais, et il y avait quelque chose de... J'étais appelée par, je dirais, par l'amour aussi. Ce qui a beaucoup dirigé ma vie, c'était l'amour. On écrit toujours contre, ça oui. Ah bon, contre? On écrit toujours contre, contre ce qui s'est fait ou ce qui se fait, ou contre même ses propres écrits. On déchire, on rature, je te disais tantôt, on recommence. J'ai souvent la manie de faire des projets qui sont pas nécessairement acceptés du premier coup, que ça s'est jamais fait. Tu sais, c'est souvent une première. Oui, bah, c'est tout à Ça, fait oui. aussi cette lune Uranus, c'est très clair. Le côté très novateur, innovant. On parlait tout à l'heure d'expérience inédite, hein. Il y a vraiment ce goût de l'expérience, d'expérimenter, de proposer. En maison 9, on va proposer une nouvelle vision, hein. Il y a un peu de cette idée-là. La maison 9, c'est on regarde au loin et on va proposer une nouvelle vision, une nouvelle croyance. On va faire tomber l'Église catholique et on va arriver avec sa poésie pour développer une nouvelle croyance. Non, je plaisante, mais bon, Ouais. il y a quand même cette idée là de proposer quelque chose de neuf, c'est très clair.
Oui, oui, puis même, tu vois, le projet sur lequel je travaille depuis 2017, qui est terminé, qui là a été ralenti par la COVID, mais il a fallu quand même aussi que je le représente autrement. Mon Dieu, ça a été des tours de passe-passe incroyables. Euh, c'est un jeu de cartes. Je reviens avec notre rencontre au début avec les cartes de ma grand-mère. Ouais. Ce sont des poèmes, mais sur des cartes. Et ça, faire accepter ça, tu sais, c'est très compartimenté, le monde de l'édition. Tu peux pas arriver avec un jeu de cartes. On peut pas subventionner un jeu de cartes, même si ce sont des poèmes, même s'il y a un essai qui accompagne. Dans la mesure où là, tu offres quelque chose dans une boîte, il faut pas dire que c'est un jeu. Cet objet-là, plus que jamais, les gens vont avoir envie d'un objet comme ça. Il y en aurait eu envie pendant la pandémie aussi. Bien sûr. Mais ça va tout à fait dans le sens aussi de moi d'aller à la rencontre des gens, puis d'avoir une vraie rencontre sur un texte, c'est de l'interprétation de texte. C'est étudier en même temps un texte littéraire. Et les gens n'ont pas l'habitude d'avoir un écrivain qui leur parle de l'écriture et vice-versa. Moi, je ne sais pas comment les gens me lisent. Et c'est une vraie rencontre. Mais ce projet-là, c'est vraiment un bilan en même temps qu'on parlait tout à l'heure du mot archive ou d'inventaire. Mais c'est 141 cartes qui chacune représente un motif de mon écriture, qui représente un mot. J'ai relevé 141 mots qui étaient vraiment des motifs importants de mon écriture. Et tu vois, je suis dans une notion peut-être plus de legs actuellement. Qu'est-ce que je peux léguer au monde? Tu sais, c'est pas cette petite étincelle qui donne envie de créer, puis pas juste de créer un livre ou un objet, mais de créer sa propre vie aussi. Ouais. C'est cette idée-là qui va avec l'esprit de l'art de vivre, avec les formes, avec les sensations, avec la matière. Puis les mots font partie de la matière. C'est pour ça que je n'ai pas besoin aussi de beaucoup de mots sur une page, parce que je vois bien toute la matière de chaque mot. Eh oui. Ouais, ouais. C'est un peu ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure du ressenti que j'avais moi aussi quand je te lisais. Vraiment cette impression de palper quelque chose en fait. Je suis vraiment dans la matière tout en étant dans une forme de méditation. Hein. C'est vraiment là où je pense où réside vraiment ton art. Hein. C'est cette réussite à faire une symbiose entre ce Neptune et cette Terre dans le Capricorne ou la Vénus Taureau. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais justement, mon prochain recueil, je me suis penchée sur l'incertitude. J'ai décidé d'aborder de plus près encore l'incertitude, ce qui pour moi est une force, non? J'aurais bien aimé, si tu le veux bien, que tu lises les passages. Ah, les deux petits fragments que tu m'avais demandé. Oui, parce que je Ah trouve oui. qu'ils sont tellement à l'image de ton thème. Donc, je vais lire le passage sur l'effacement. L'esthétique du peu, de la réduction, de la concentration guide autant ma poésie que ma pratique de l'essai qui se répondent l'une l'autre. J'ai noté l'esthétique du peu traduit l'être qui s'efface pendant l'acte de création. Cette recherche du mouvement intérieur qui fonde le processus n'a rien de religieux et ne relève d'aucune mystique. Pourtant, elle s'y apparente par le retrait, la contemplation, la méditation, la répétition et un détachement nécessaire devant l'objet. L'essai, comme la poésie, m'offre ce laboratoire d'observation concrète
d'où je rapporte mes fragments. Je cherche l'action, le geste qui creuse et qui donne forme. L'effacement de soi dans un texte ressemble à l'expression fugitive qui passe sur un visage. Décoder cette information sans recourir à la parole. Et puis l'autre que tu m'avais demandé, c'est voyelle. Oui, c'est marrant d'entendre ce texte après avoir eu cette conversation parce qu'on retrouve en fait tout ce dont on vient de parler et je l'entends autrement du coup. Ouais. Alors voyelle. Voyelle. Quand nous doutons, nous soupesons tout. J'entre dans le mot Dieu, dans ces 3 voyelles, l'esprit du mot. Voyelle, dans de lait de l'alphabet. Dieu n'est qu'un mot. Il faut le quitter pour atteindre un autre degré d'effacement, partir à sa recherche. Merci. Je te remercie. Donc, je te remercie du fond du cœur pour avoir été présente, pour avoir accepté d'être là avec moi. C'est une chance. Ah, mais ça me fait tellement plaisir parce que je suis liée à ta voix d'une certaine manière. C'était une nouvelle expérience complète. Et, bon, je vais laisser. Sûrement qu'il y a d'autres choses qui me reviendront de cet échange. D'accord. Merci à toi, Vanessa. Merci. Merci beaucoup, Louise. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.